et que vous respectez donc, les règles prudentielles du confinement. Donc aujourd'hui, on est dans la deuxième séance concernant le module analyse financière donc, et qu'on va réserver à l'analyse de la rentabilité. Je fais un petit rappel de ce qu'on a déjà fait la première et la deuxième séance. Donc, l'analyse et le diagnostic financier font référence aujourd'hui à un ensemble d'outils et de méthodes ayant pour objectif de se prononcer sur la santé économique et financière d'une entreprise à travers quatre éléments. Donc, ces quatre éléments, donc, comme on l'avait précisé, donc, sont la rentabilité, la croissance, l'autonomie financière, et je m'excuse, la croissance, donc le risque et l'équilibre. Et donc nous, on a entamé notre analyse par l'analyse de l'équilibre financier à travers le bilan. C'est bon? Et donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'on a vu à partir du bilan. On a vu donc que le bilan peut nous donner une analyse de 4 éléments relatifs à l'équilibre financier. Donc, je rappelle que l'équilibre financier tourne autour de l'endettement et la possibilité de l'entreprise donc à continuer son exploitation de manière paisible en respectant la synchronisation des flux financiers entrants et sortants. Et on avait dit, si vous vous rappelez, qu'il s'agit de 4 volets, à savoir la solvabilité mesurée par l'actif net comptable corrigé qui doit être positif, puis la liquidité à travers un ratio actif circulant sur passif circulant qui doit être supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, et à travers une autonomie financière, l'endettement à long terme, dette de financement sur CP qui est inférieur ou égal à 1, et à travers une adéquation des ressources emploi qui se manifeste à travers 2 conditions, un fonds de roulement positif, un fonds de roulement net supérieur ou égal aux besoins en fonds de roulement qui va nous permettre d'avoir une trésorerie nette positive. Donc ainsi, après une première appréciation des équilibres financiers à travers donc l'analyse du bilan, l'analyste financier va passer à un deuxième volet de l'analyse, à savoir l'analyse de la rentabilité. L'analyse de la rentabilité. À travers l'analyse de la rentabilité. Très bien. On va donc, je vous rappelle comment on va travailler dans la démarche du travail. Donc, comme on l'a déjà dit la première fois, on va définir un concept. On va par la suite présenter l'agrégat par lequel on va apprécier ce concept. Et bien évidemment, on va fixer la norme. Donc, la rentabilité, comme on l'avait déjà dès la première séance, la deuxième séance, donc, exprime la capacité de l'entreprise à créer une richesse, à créer de la richesse. Parce que je vous le rappelle, l'entreprise est un agent qui crée et qui répartit la richesse. Donc, on a aussi dit qu'on peut la définir comme étant la capacité d'une organisation qui est l'entreprise à poursuivre son exploitation dans des conditions qui sont jugées satisfaisantes par son management et par ses propriétaires. Donc, déjà dans le bilan, donc, on a une idée sur cette rentabilité parce que dans les capitaux, donc avec les capitaux propres, on a un compte qui s'appelle résultat net de l'exercice. Donc, les indicateurs qui vont nous permettre d'apprécier donc la rentabilité, c'est tout d'abord les indicateurs de résultat, puis par la suite les ratios. Donc, je vous rappelle qu'un résultat, c'est quoi?
Un résultat, c'est la différence entre une somme de produits et une somme de charges. Et dès maintenant, je tiens à retirer votre attention sur un élément très important, à ne jamais confondre le résultat, qui est une différence entre deux flux, et le flux net de trésorerie. Pourquoi? Parce que le flux net de trésorerie, appelé en français FNT et en anglais cash flow, c'est quoi? C'est une somme d'encaissement moins une somme de décaissement. Alors que le résultat, comme on l'a déjà vu ici, c'est une somme de produits moins une somme de charges. Or, il n'y a pas tout à fait correspondance entre les deux concepts. Pourquoi? Parce qu'un produit n'est pas toujours encaissable. Certains produits ne sont jamais encaissables, comme les reprises sur provision, comme les transferts de charges. Deuxième élément, certains produits ne seront pas encaissés pendant la période de l'exercice. Ça veut dire qu'ils seront encaissés, mais plus tard. De la même manière, les charges ne donnent pas toujours lieu à des décaissements, parce qu'il y a des charges uniquement décaissées, telles que les dotations. Et donc, certaines charges ne seront pas payées pendant l'exercice en cours. Et donc, il n'y a pas tout à fait correspondance entre le résultat et le flux net de trésorerie. C'est bon, nous allons voir par la suite, quand on va traiter les flux financiers, comment on va calculer le cash flow à partir du concept de l'excédent brut d'exploitation. Donc, notamment, on va calculer, pas le cash flow à 100%, mais ce qu'on appelle l'ETE, l'excédent de trésorerie d'exploitation. Donc, ici, après la lecture du premier état de synthèse qui est le bilan, donc on a une information synthétique sur le résultat. Donc, on a un compte qui s'appelle résultat net de l'exercice. Tout d'abord, je reviens pour expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par ceci. Résultat net, ça veut dire que c'est un résultat après impôt, après l'impôt sur le résultat de l'exercice, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul exercice, lequel c'est l'exercice précédent, l'exercice N-1. Donc, ce compte ne doit contenir que le résultat d'un seul exercice. Donc, le lecteur des états synthèse, il s'agit principalement des investisseurs, doit à ce niveau poser une question légitime et logique, c'est de savoir comment ce résultat net de l'exercice a été obtenu. Donc à ce niveau, quand on veut à partir du bilan passer au résultat, on va poser la question comment l'entreprise a pu obtenir ce résultat. Donc pour répondre à cette grande question, le plan comptable marocain va présenter un état de synthèse. Et donc, il va nous présenter un état de synthèse qui s'appelle le CPC, le compte de produits et de charges. Donc, c'est l'équivalent des comptes de résultats pour ceux qui utilisent la législation française. Le compte de produits et de charges, donc j'ai fait un petit rappel concernant la présentation. Donc, on va réserver le code 7 aux produits, le code 6 aux charges et le code 8 aux résultats. La première position des comptes. Je vous rappelle que les premières codifications, le 1, le 2, le 3, le 4 et les 5, ont été utilisés dans le premier état de synthèse qui s'appelle le bilan, avec à l'actif 3 masses, le 2, le 3 et le 5, et avec au passif 3 masses, le 1, le 4 et le 5. Je vous rappelle aussi que le 5, c'est-à-dire le code 5, a été utilisé 2 fois au bilan, une fois à la trésorerie active, une fois à la trésorerie passive. Donc il nous reste le code 7, le code 6, et le code 8. Ces produits et ces charges seront classés en fonction de leur nature. Et à ce niveau, on va distinguer
trois éléments, trois natures différentes. L'exploitation, le financier et le non courant. Donc, des produits et des charges qui peuvent être liés à l'exploitation, qui peuvent être liés à l'activité financière et qui peuvent être liés à des opérations non courantes. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'exploitation? L'exploitation, ce sont des opérations qui sont conformes aux activités économiques ordinaires de l'entreprise, telles qu'ils sont consignés dans ces statuts, dans ce qu'on appelle l'objet social, donc les activités économiques. Par contre, donc, dans les activités financières, on a deux grandes catégories d'opérations. On a des flux donc financiers de contrepartie des flux d'exploitation et on a des flux financiers purs. Donc, je vous rappelle que dans l'analyse comptable, les flux donc de l'entreprise sont répertoriés en trois catégories. On a les flux réels, les flux quasi réels et les flux financiers. Donc, qu'appelle-t-on flux réels? Les flux réels, ce sont des flux qui portent sur des choses, c'est-à-dire sur des objets corporels. Les flux quasi réels sont des flux qui portent sur donc, des services. Donc, exemple de flux réel, c'est donc vente d'un bien. J'achète un stylo, c'est un flux réel. Un flux quasi réel, c'est l'exemple du travail d'un service. Par exemple, moi, quand je travaille dans un établissement, donc je fournis un service. Donc, c'est un flux quasi réel. Donc, un avocat, un notaire, un médecin vont fournir des flux quasi réels. Et puis, qu'est-ce qu'un flux financier? C'est un flux en monnaie. Les flux financiers sont donc de deux natures différentes. Il peut s'agir soit d'un flux financier de paiement, de flux réel ou de flux quasi réel. Par exemple, quand j'encaisse donc des prestations, donc les produits de mes prestations, ils peuvent être des flux financiers purs. Qu'est-ce qu'on veut dire par un flux financier pur? C'est un flux qui n'avait pas en amont une transaction réelle ou quasi réelle. Exemple, c'est le prêt, l'emprunt, par exemple, l'apport donc du capital par les actionnaires ou de l'emprunt par les obligataires. Donc, et maintenant, au niveau de la codification, pour l'exploitation, on a le 1. Pour le financier, le 3. Et pour le non-courant, c'est le 5. Je vous rappelle qu'on a déjà la première place du code, qui est le 7, le 6 ou le 8. Ainsi, on aura des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non courants. Donc, je récapitule. Remarquez. Donc, le 61, 63, 65, charge exploitation, charge financière, charge non courante. Donc, dans la conception des étapes de synthèse marocaine, donc, on va présenter le CPC en un seul tableau où le résultat est calculé en cascade. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par calcul en cascade? Ça veut dire qu'on ne va pas regrouper tous les produits et toutes les charges et calculer le résultat, mais on va dégager des résultats intermédiaires en mettant en relief le résultat d'exploitation, par la suite le résultat financier et par la suite le résultat non courant. Donc ainsi, dans cette structure, qu'est-ce qu'on aura? Remarquez, on va avoir le 71, la somme des produits d'exploitation, moins le 61, la somme des charges d'exploitation. Donc, ce qui va nous donner le 81, le résultat d'exploitation. Par la suite, 73 moins 63, la somme des produits financiers, moins la somme des charges
financière et on va obtenir le 83, le résultat financier. Donc, on continue le tableau ici. Donc, j'ajoute le 81 plus le 83, c'est-à-dire le résultat d'exploitation plus le résultat financier, et ça va me donner le 84, qui est le résultat courant. Et je passe à ce qui est non courant, qu'on n'a pas encore défini. Qu'est-ce qui est non courant? Donc le non courant au Maroc regroupe deux opérations, deux types d'opérations. Des opérations qui sont exceptionnelles et des opérations qui sont anormales. Anormales par rapport à quoi? Anormales par rapport aux activités ordinaires de l'entreprise, c'est-à-dire par rapport à son cycle d'exploitation. Exemple, la cession d'immobilisation. Lorsque l'entreprise cède une immobilisation, c'est une opération qui est anormale. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à son objet social. Et exceptionnelle, c'est-à-dire des opérations qui ne sont pas, dont la fréquence n'est pas très élevée, qui ne sont pas répétitives. Donc ainsi, si on aura 75, la somme des produits financiers, moins 65, la somme des charges financières, et on aura finalement le 85 qui est le résultat non courant. Donc on va ajouter le 84 et le 85, c'est-à-dire le résultat courant et le résultat non courant, pour obtenir le 86, à savoir le résultat avant impôt, duquel on va retrancher le 67, qui est l'impôt sur les résultats, et on va obtenir le 88, qui est le résultat net de l'exercice. Donc, il est clair que ce résultat net de l'exercice, on pouvait l'obtenir d'une autre manière, à savoir la somme des produits, qui sont les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Je m'excuse ici, les produits non courants. Alors que la somme des charges peut être obtenue d'une autre manière, à savoir les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes, mais aussi l'impôt sur le résultat. Parce que je vous rappelle que l'impôt sur le résultat, c'est une charge pour l'entreprise. D'ailleurs, dans la conception des états de synthèse au Maroc, dès qu'on a le CPC, à la fin, on le présente de la manière dont je vous ai cité. Ça veut dire que le résultat net va être présenté sous forme de somme de produits moins la somme des charges. Donc, je récapitule. Donc, la somme, le résultat net de l'exercice donc c'est la somme des produits, à savoir 71 plus 73 plus 75. Ici, je parle de rubrique. Et donc, moins la somme des charges, qui sont 61 plus 63 plus 65 plus 65. C'est bon? Je vous rappelle que le compte résultat est un compte qui va apparaître au passif du bilan. Donc, il va fonctionner comme les comptes du passif. Ça veut dire quoi? Il est positif lorsque son solde est créditeur et il est négatif lorsque son solde est débiteur. Ainsi, on a donc grosso modo deux cas. Lorsque la somme des produits est supérieure à la somme des charges, on a un résultat net avec un solde créditeur, c'est-à-dire qui est positif. Et on va l'appeler bien évidemment bénéfice. Donc, par contre, lorsque la somme des produits est inférieure à la somme des charges, on aura, s'il vous plaît, un résultat net solde
créditeur, débiteur, je m'excuse, donc il sera négatif. Ici, on va parler d'un déficit. Je vous rappelle que dans le jargon comptable, on réserve le terme bénéfice et déficit au résultat des opérations qui sont courantes. Alors que pour les opérations non courantes, on va parler de profit ou de perte. D'ailleurs, dans l'ancien plan comptable 1957, on avait un compte qui était réservé aux opérations non courantes et qui s'appelait le CPC, le CPP, c'est-à-dire le compte de produits et de charges. Donc maintenant, telle est la présentation, bien évidemment, du CPC. Il est clair que l'entreprise serait rentable lorsque ses résultats seront positifs, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. L'existence de résultats positifs n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'il faut que le résultat, soit comparé avec les moyens qui ont permis de le réaliser. On va voir par la suite comment, c'est-à-dire par rapport aux actifs économiques, par rapport aux capitaux propres, par rapport aux capitaux investis. Il faut aussi que le résultat soit comparé par rapport à un contexte. Donc, je vous rappelle par exemple que d'ici la fin d'année, si on veut apprécier les résultats de l'année 2020, ils seront fortement touchés par une conjoncture économique que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on ne va pas les apprécier de la même façon. Le résultat aussi doit être comparé par rapport à un standard ou par rapport à un benchmark, c'est-à-dire par rapport à best practice, donc par rapport à des éléments et par rapport donc à une évolution dans le temps. Donc une entreprise qui a toujours fait de bons résultats aura donc à apprécier ses résultats lorsqu'ils sont négatifs de manière tout à fait différente. Donc je vous présente aussi en colonne le CPC. Dans le CPC, donc on a 5 colonnes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'intitulé du poste, on a le montant de l'exercice, on a les exercices précédents, et on a les totaux, et puis on a les totaux de l'année N-1. Je vous rappelle que le CPC ne peut être compris que lorsqu'on présentera le principe de spécialisation des exercices. Qu'est-ce qu'on veut dire par le principe de spécialisation des exercices? Ça veut dire tout simplement que la vie d'une entreprise, qui est dans la réalité une vie continue, est subdivisée en des périodes comptables de 12 mois, appelées exercices comptables. Ces exercices comptables, on va formuler l'hypothèse qu'ils sont autonomes. Ça veut dire quoi autonome? Ça veut dire que dans le calcul des résultats, on ne va présenter que les produits et les charges de cet exercice. Et seulement ces produits et ces charges. Ce qui va nous conduire bien évidemment à éliminer les produits et les charges des exercices à venir. Ce qui nous a conduit dans la comptabilité à ce qu'on appelle, dans les travaux d'inventaire, les régularisations des produits et de charges. Ça veut dire des produits constatés d'avance, des produits à recevoir, des charges constatées d'avance ou des charges à payer. Donc on a l'intitulé du poste, le montant propre à l'exercice, les exercices précédents, si on avait oublié, donc on avait omis de calculer des éléments, et vous avez ici donc une comparaison entre le taux de l'exercice en cours et celui de l'année N-1, ce qui va nous permettre des comparaisons. Donc si on veut schématiser, donc en gros, ce qu'est le CPC donc est un compte qui va nous présenter 3 éléments. On a posé une question au début, comment on a obtenu le résultat net de l'exercice? Ça à partir du bilan. Et pour voir qu'il y a un enchaînement entre les états de synthèse. Et pour répondre à cette question, comme on a répondu à cette question, on avait dit que grosso modo, ce résultat est la combinaison de 3 résultats.
Premièrement, le résultat d'exploitation, 81. Deuxièmement, 83. Troisièmement, 85. Donc, résultat d'exploitation, résultat financier et résultat non courant. Donc déjà, on a une première réponse synthétique. Comment on a obtenu le résultat? C'est la somme de ces trois résultats. Donc, le plan comptable marocain présente donc une mise en scène basée sur les éléments suivants. Donc, 1, c'est un retour en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bilan est un état daté du 31-12-N, c'est-à-dire à la fin de l'année, alors que le CPC, il va revenir avec nous à 12 mois en arrière. Donc le CPC du 1-1-N au 31-12 de l'exercice N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bilan nous donne la situation finale à la date de son établissement, alors que le CPC regroupe un ensemble de flux, donc de produits et de charges, donc du premier jour de l'année, de l'exercice comptable, jusqu'au dernier jour. Donc, deuxièmement, on va passer, donc ça c'est le retour en arrière. Deuxièmement, on va passer d'une analyse macroscopique vers une analyse microscopique. Ça veut dire qu'ici, on ne va pas vous donner le détail, on va vous donner une seule analyse, alors qu'ici, on va la détailler. Et donc, troisièmement, on va passer d'une analyse verticale vers une analyse horizontale. Et donc, si vous l'avez bien compris, c'est quoi le résultat net de l'exercice? C'est la somme des produits moins la somme des charges. Donc ça, c'est l'analyse verticale, totalement. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans les détails et on va présenter une analyse qui est horizontale. Résultat d'exploitation, résultat financier et résultat non courant. Donc déjà à ce niveau, je vous rappelle que le résultat net, comme tous les états de synthèse, était donc élaboré dans le respect de certaines règles, donc appelées principes comptables, et qui sont au nombre de 7, qu'on a déjà cité la dernière fois, et que c'est le respect de ces 7 principes ne nous donne pas, donc toujours, et surtout à l'analyse financière, donc des soldes qui correspondent à sa vision. Raison pour laquelle il convient de faire tout d'abord 2 remarques fondamentales de manière donc globale, et puis par la suite de faire des retraits. Donc, on commence par les remarques fondamentales. Donc, tout d'abord, si vous l'avez bien compris ici, donc quand j'ai décomposé le résultat net de l'exercice, je me suis arrêté au niveau du résultat non courant. Pourquoi? Parce que j'ai donc éliminé de manière volontaire l'impôt sur le résultat. Pourquoi on doit éliminer l'impôt sur le résultat? Parce qu'il nous donne des indicateurs biaisés. Parce que c'est un événement extérieur au processus de management de l'entreprise. Je vous rappelle que l'impôt sur le résultat nous indique la politique fiscale d'un pays et qu'il peut donc être différent d'une région à une autre, et que pas uniquement les taux sont dans la plupart des cas différents, mais aussi les méthodes de calcul de l'assiette. Malheureusement, ici au Maroc, quand on veut calculer 2 impôts, on a toujours utilisé, par exemple, les taux pour dire que, prenons un exemple, au Maroc, on paie moins d'impôts qu'en France, parce qu'en France, c'est 1/3, et au Maroc, ça peut aller à 10%. Or, la plupart des gens oublient qu'un impôt, c'est quoi? Un impôt, c'est une assiette fiscale fois un taux qu'on appelle tarif fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assiette fiscale, les règles de calcul de l'assiette vont aussi déterminer l'impôt. C'est bon, je vous donne un exemple. Au Maroc, en matière d'IR,
le taux le plus élevé, c'est 38%. Quelqu'un qui a un revenu qui dépasse 15 000 par mois paye 38%. En France, ça peut aller jusqu'à 48%. Et donc, une première analyse peut conduire à dire que en France, les gens payent, au Maroc, les gens payent moins d'impôts qu'en France, puisqu'on ne paie que 38%. Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Je prends une situation très simple. L'assiette fiscale en France, par exemple, elle est divisée par le foyer, par le nombre de parts du foyer. Exemple, je vous donne un exemple simple. Je vais prendre mon cas. Mes revenus, donc, ne seront pas totalement taxables, mais mon revenu taxable sera divisé par le nombre de parts dans mon foyer. Qu'est-ce qu'on veut dire par le foyer? C'est-à-dire un ensemble de personnes qui vivent en commun et qui, donc, regroupent leurs ressources en vue de la consommation et de l'épargne. Et chez nous, par exemple, c'est l'exemple de la famille. Donc, moi, par exemple, je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc, quel est le nombre de parts ici? C'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le calcul de l'impôt? Si ma femme ne travaille pas, par exemple, donc je vais diviser mon revenu taxable qui est 30 000 par 3. Comment j'obtiens 3? 1 pour moi, le père, 2 pour la mère, et un demi pour les 2 premiers enfants. Donc, un demi, ça fait 1, et 1, ça fait 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si je touche ici 30 000, je vais diviser 30 000 par 3 et je vais obtenir 10 000. Si j'applique à 10 000 38%, je ne vais payer que 3 800. Alors que, donc en France, je multiplie par 0,48. Alors qu'au Maroc, je vais appliquer les 38% à la totalité de ce revenu. Donc remarquez, 38 000, ou bien 30 000 fois 0,38, c'est bon, et 10 000 fois 0,48. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici c'est le Maroc, ici c'est la France. On constate que le même revenu, bien qu'il va payer à des taux qui sont différents, il va aboutir à un impôt qui est totalement différent. Et on constate aussi, ce qui est très important, que le taux de 48% va conduire à un taux de l'impôt qui est, donc ici 3 800 fois 3, ça va nous donner un montant de l'impôt qui dépasse 10 000 dirhams, alors qu'ici on va payer que 4 800. Et donc pour éviter ce genre de comparaison, on va éliminer l'impôt. Donc on va éliminer l'impôt. Pourquoi? Parce que c'est un facteur qui va biaiser l'analyse. Qu'est-ce qu'un indicateur biaisé? C'est un indicateur qui comporte un biais. Qu'est-ce qu'un biais? C'est une imperfection. Et donc déjà, on va éliminer donc le résultat, donc l'impôt sur les résultats, donc on oubliera le résultat net. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer ce résultat non courant. Parce que, comme on l'a dit au début, il est à la fois anormal et il est à la fois exceptionnel. Donc, on va l'éliminer pour 2 raisons. Première raison, parce qu'il dépend de ces éléments qui ne reflètent pas la performance de l'entreprise, qui ne reflètent pas donc, ses vraies réalisations. Et deuxièmement, parce que même si on veut le modéliser, il nous est impossible de le modéliser. Donc, on va se concentrer sur ces 2 résultats. Le résultat d'exploitation et le résultat financier. Maintenant, il nous reste à voir un élément donc, très important, celui des retraites. Je vous rappelle que les informations qu'on avait obtenues à partir du bilan ont été obtenues à partir d'un bilan financier, c'est-à-dire d'un bilan comptable, auquel on a apporté des retraites, que vous avez déjà vu avec le professeur Saïd Youssef dans la première séance. Maintenant, je vais vous présenter les différents retraitements ou les retraitements les plus utilisés, c'est-à-dire les retraitements conventionnels du compte de produits et de charges. Mais avant d'aller plus loin, il faut dire pourquoi on va effectuer ce retraitement, c'est-à-dire le pourquoi des retraites. Les retraitements des comptes de produits et de charges présentent 2 objectifs. C'est bon? Ils présentent 2 objectifs et ils sont fondés sur un postulat.
Donc, quel est le postulat? C'est-à-dire l'hypothèse de l'analyse, c'est un plan, donc un principe comptable qui est retenu dans les systèmes anglo-saxons et qui n'a pas été malheureusement retenu dans l'école franco-germanique, donc que le Maroc adopte. C'est bon? Ce postulat ou bien ce principe s'appelle la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Je vous rappelle que la comptabilité financière est surtout un moyen de preuve et qu'il est utilisé dans les tribunaux ou bien par exemple dans les relations d'entreprise avec l'administration fiscale ou dans les problèmes entre associés. Et donc il reste donc foncièrement un moyen de preuve. Or nous, on veut l'utiliser en tant qu'instrument de l'analyse financière. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce principe n'a pas été retenu par la législation marocaine. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est le volet, l'habillage juridique des affaires. Alors que nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réalité économique des affaires. Donc pour comprendre ce principe, je vais illustrer par les immobilisations financées par crédit bail. Je vous rappelle que le crédit bail est un contrat par lequel donc, une entreprise ou bien une société financière met à la disposition de l'entreprise un bien mobilier ou immobilier en location et ce contrat de location présente deux particularités. Pour l'entreprise, il a une option d'achat et pour la société financière, il a une promesse de vente. Et je vous rappelle que dans la plupart des cas, lorsque les entreprises utilisent ce moyen de financement, ils vont à la fin du contrat, donc, lever l'option d'achat, c'est-à-dire devenir propriétaire des biens. Or, sur le plan juridique, puisque le bien qui est financé par leasing n'est pas la propriété de l'entreprise, il ne va pas apparaître dans son bilan comptable. Il va apparaître dans ce qu'on appelle les engagements hors bilan. Or, les immobilisations financées par crédit bail, surtout lorsque l'entreprise utilise le crédit bail en tant que moyen de financement privilégié, donc vont contribuer, comme les autres immobilisations, à la création de richesse, c'est-à-dire de valeur ajoutée. Et donc, dans la réalité économique, c'est un bien qui, le régime de propriété n'est pas important. Ce qui est important, c'est la contribution à la création de valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le bilan financier, dans le bilan retraité? On va intégrer les immobilisations financées par crédit bail dans l'actif pour avoir non pas un actif patrimonial, c'est-à-dire l'actif qui est la propriété de l'entreprise, mais un actif économique. Ça veut dire quoi un actif économique? Un actif qui est effectivement utilisé par l'entreprise. Donc le postulat, c'est-à-dire le principe que nous allons retenir aujourd'hui pour les retraitements, c'est la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. D'ailleurs, ce principe est retenu dans les normes actuelles qui s'appellent IFRS. Donc, les normes de la comptabilité internationale. Donc tel est le postulat de l'analyse. Maintenant, quels sont ces objectifs? Les objectifs du retraitement sont au nombre de 2. Donc, 1, faire apparaître le coût des facteurs de production. Le coût des facteurs de production, à savoir principalement, bien évidemment, le capital et le travail. Bon, par exemple, on va voir que le personnel externe qui n'a pas de contrat de travail direct avec l'entreprise ne fait pas partie du poste 670, charge de personnel, ce qui nous donne une idée erronée sur ces prestations. Donc 2,
Donc, normaliser l'analyse. Ça veut dire que dans les stratégies fonctionnelles de l'entreprise, vous avez par exemple la sous-traitance, vous avez le transport, dans la logistique, vous avez des entreprises qui font appel à des transporteurs professionnels ou qui assurent elles-mêmes le transport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter au maximum l'impact de ces politiques sur les résultats pour permettre de normaliser les résultats et bien évidemment pour pouvoir comparer. N'oubliez pas que l'intérêt de l'analyse de la rentabilité, c'est de faire une analyse donc spatio-temporelle de la performance. Ça veut dire comparer l'entreprise dans le temps, dans l'évolution, mais aussi par rapport à d'autres entreprises, si on fixe le temps, dans des espaces donc, différents. Donc, récapitulant, on va faire des analyses pour prendre en considération le principe comptable de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique et pour atteindre ces deux objectifs, pour avoir des informations normées, et pour apparaître le coût des facteurs de production. Donc, quels sont les retraitements auxquels il faut procéder? Ces retraitements sont au nombre de 5. Donc, 1, les subventions d'exploitation. 2, les achats de sous-traitance. 3, le personnel extérieur. 4, le crédit bail. 5, le transport assuré par l'entreprise pour elle-même. Et 6, les impôts et les taxes. Donc, récapitulant, nous allons traiter ces 6 éléments. Et dans ce traitement, on va donc, je vais vous le présenter de manière séquentielle comme suit. Donc, pour chaque retraitement, on va préciser le concept, de quoi s'agit-il, comment il est comptabilisé dans la norme marocaine, pourquoi la comptabilisation dans la norme marocaine ne correspond pas à celle de l'analyste financier, et comment on va le traiter pour enlever donc le biais, c'est-à-dire l'imperfection sur l'analyse. Et donc, je récapitule, 6 retraitements. Si vous l'avez bien compris, 1 qui concerne les produits et 5 qui concerne les charges. La subvention d'exploitation, les achats de sous-traitance, le personnel extérieur, le crédit bail, c'est-à-dire le leasing, le transport assuré par l'entreprise pour elle-même et les impôts et taxes. C'est bon? Et donc, je vais démarrer par les subventions. Comme on a dit, on va définir la subvention. On va par la suite voir comment elle est comptabilisée. On va l'analyser de manière économique, voir quelle est l'erreur induite par la comptabilisation selon la langue marocaine et par la suite, voir comment la corriger. Donc, les subventions d'exploitation sont des aides accordées par les pouvoirs publics aux entreprises lorsque ces dernières donc, assurent l'exploitation des produits dont les prix sont réglementés. C'est bon? Je vous rappelle que la réglementation de prix et il s'agit ici d'un prix plafond. Ça veut dire quoi un prix plafond?
ça veut dire que l'entreprise peut vendre avec un prix qui est inférieur au prix réglementé, mais il ne peut pas vendre avec un prix supérieur. C'est le cas aujourd'hui de 3 éléments, à savoir le gaz, à savoir donc la farine et à savoir le sucre. Je vous rappelle que au début donc, des années 60, c'est-à-dire lorsque le Maroc avait obtenu son indépendance, on avait à peu près 53 produits subventionnés. Aujourd'hui, on n'a que 3. Et que le dernier produit donc, qui a été donc, décompensé, c'est le carburant. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces produits? Donc, les pouvoirs publics vont fixer réglementairement, donc volontairement, je m'excuse, les prix et la caisse de compensation va verser aux entreprises le reliquat du prix. Prenons un exemple, c'est celui du gaz. La bonbonne à gaz aujourd'hui, le prix réel du marché, c'est 120 dirhams. Et les vendeux à 40 dirhams, et les entreprises vont recevoir 80 dirhams. Donc, chez la caisse de compensation. Et donc, si on veut analyser cette subvention, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement l'abandonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser l'impact de l'abandon de la compensation sur le marché. Si les pouvoirs publics abandonnent la compensation du gaz, on va donc constater le même phénomène que dans le carburant. Les entreprises vont revenir à la pratique du prix réel. Ça veut dire qu'ils vont vendre à 120 dans l'état actuel des choses. Donc, tout se passe aujourd'hui comme si les entreprises qui exploitent le gaz reçoivent 40 dirhams chez le client final et 80 dirhams chez les pouvoirs publics. Donc les 80% constituent un complément du prix de vente. Or, s'il vous plaît, leur comptabilisation aujourd'hui est faite dans le poste 716 qui ne fait pas partie du chiffre d'affaires. Donc, quel est l'impact de cette comptabilisation sur les flux de produits de charge? On a un chiffre d'affaires qui ne reflète pas la réalité du chiffre d'affaires. Parce que dans la réalité, les pouvoirs publics ici n'aident pas l'entreprise. Qu'est-ce qu'il aide? Il aide le consommateur final. Et donc, en quoi va consister donc, le retraitement? Le retraitement va tout simplement consister à enlever la subvention du poste 716 et l'ajouter au poste vente de biens produits ou vente de marchandises pour avoir le vrai niveau du chiffre d'affaires. Donc, à ce titre, on va raisonner donc, techniquement avec un tableau et on va l'appeler donc le tableau de correction de postes de produits et de charges. Et donc c'est un tableau. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce tableau? Remarquez. Donc je vais citer ici le retraitement. Les postes concernés. Solde avant, plus, moins, solde après. Donc c'est un tableau à 6 colonnes. Donc solde avant retraitement, solde après retraitement, ici moins, ici plus. C'est bon? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer un produit ou une charge d'un poste vers un autre poste. Je vous rappelle à ce titre que, contrairement au retraitement donc opéré en contrôle de gestion dans le calcul des coûts, ici, on ne va pas ajouter des charges,
On ne va pas retrancher des charges, on reste avec les charges qui ont été comptabilisées, mais on va uniquement transférer des produits ou des charges de compte à compte. Ce qui veut dire que retraitement par retraitement, on doit avoir un équilibre. Donc, les montants qu'on va retraiter, qu'on va retrancher d'un poste, vont être ajoutés dans un poste. Dans un exemple simple, je vais prendre une subvention d'exploitation qui est égale à 120, ou bien, pour prendre l'exemple, qui est égal à 80, vente de biens produits qui est égal à, donc 40. Donc, quels sont le retraitement? C'est la subvention d'exploitation. Produits concernés, postes concernés, c'est 712 ventes, biens et produits, 716 subventions. Quel était leur montant? Ici, j'avais 40, ici, j'avais 80. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher 80 ici et l'ajouter ici. Autrement dit, le compte subvention sera nul et le chiffre d'affaires, c'est 100. Donc, maintenant, on va faire l'analyse. Dans la comptabilisation préconisée par le système comptable marocain, on a un chiffre d'affaires qui est égal à 40 et une subvention de 80. Nous, dans l'analyse, on a dit que les 80, c'est un complément du chiffre d'affaires. Et dans la réalité, l'entreprise n'a pas profité de subvention. Donc, le montant de subvention va devenir nul et le montant du chiffre d'affaires va passer à 120. Autrement dit, on va présenter la comptabilisation qu'on aurait donc eu s'il n'y avait pas d'intervention de l'État. En l'absence d'intervention de l'État, le chiffre d'affaires de l'entreprise va correspondre à 120 et la subvention à 0. Donc, la séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Tel donc est un début de retraitement. On va voir par la suite, donc, dans ce qui va suivre, donc, dans ces séances, comment on va retraiter ces éléments et comment par la suite on va les utiliser donc, dans l'élaboration des ratios. N'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que nous avons déjà opéré des retraitements au niveau du bilan. Dans l'élaboration des ratios, il faut prendre en considération le bilan financier et non le bilan comptable. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.